La franc-maçonnerie est une société secrète. Déjà, le simple fait qu'elle se définisse comme une société secrète montre qu'elle a des choses à cacher. Si l'on n'a rien à cacher, on n'a pas besoin d'être dans l'occulte. C'est une société secrète qui vise à remplacer l'ordre naturel, l'ordre établi, par une subversion dans la société, une subversion qui est à la fois subversion de la famille, subversion morale, subversion des institutions, subversion aussi de l'ordre social. Est-ce que c'est le bras armé, on va le dire, de l'antéchrist ? Alors, c'est de toute évidence, la franc-maçonnerie est effectivement luciférienne. Alors évidemment, les premiers grades n'en ont pas souvent conscience. Aujourd'hui, le recrutement de la franc-maçonnerie est plus difficile qu'auparavant, et le recrutement se fait souvent dans les petits grades auprès de gens qui espèrent trouver là une façon d'égoter de bons contrats, des aides juridiques, qui envisage d'avoir des procès, se dit que s'il est membre de la loge, il trouvera plus facilement un magistrat qui, sachant son appartenance, sera clément à son égard ou sera en sa faveur. On sait que une proportion très importante des commissaires de police sont francs-maçons. On sait que le ministre de l'Intérieur est traditionnellement franc-maçon. On sait qu'une grande partie du corps enseignant est franc-maçon, que les préfets sont généralement tous francs-maçons. Voilà. Il y a évidemment des corps de métier qui sont ciblés par la franc-maçonnerie parce qu'ils visent les endroits où ils pourront développer une influence à partir du plus jeune âge. Souvenez-vous, c'est Vincent Peillon qui a été très clair dans ce domaine. Vincent Peillon a été ministre de l'Éducation nationale. Vincent Peillon est un franc-maçon tout à fait assumé. Et Vincent Peillon a publié un livre qui s'intitule « Une religion pour la République ». Ce livre est paru aux éditions du Seuil en 2010. Je vous cite quelques propos de Vincent Peillon. Le premier propos, c'est une interview au Figaro en 2012. Le but de la morale laïque, il ne dit pas de la franc-maçonnerie, mais dans sa tête, c'est de cela qu'il parle, est de permettre à chaque élève de s'émanciper. Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. C'est une obsession, en fait, arracher au déterminisme familial. En fait, cette emprise, cette volonté de prendre les enfants, de les couper de leurs parents, pour les formater par la République à travers l'enseignement. Vincent Peillon dit dans le livre « Une religion pour la République », toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Il dit encore dans une lettre du 4 janvier 2013 au recteur qu'il faut changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Donc, changer la nature des enfants, les couper de leurs parents et introduire en eux le vice et l'inversion des mœurs à travers les cours d'éducation sexuelle. Alors oui, je sais, vous allez me dire que vous n'êtes pas prêt à envoyer vos enfants se faire sacrifier, car vous avez extrêmement bien entendu les paroles tenues dans son discours. Eh bien si, vous allez le faire, car les chars russes arrivent. Pire, ils sont à nos frontières, et la Russie est une menace pour la France. Bon, plus sérieusement, c'est totalement dramatique d'entendre ce genre de discours. Déjà, qu'est-ce que fout le chef d'état-major devant les maires de France ? En grande pompe, en grande tenue, tenir un tel discours. Au même moment, Macron envisage de rétablir le service militaire sur base de volontariat. Vous savez comment ça commence, on va vous dire c'est volontaire et ensuite on va vous y obliger. Parce qu'on dira en français, vous n'avez pas joué le jeu et nous sommes obligés de mettre une obligation. On a aussi connu ça pendant la fameuse crise sanitaire et on sait comment il fonctionne.
à petits pas. Et puis, on a l'opposition, Jordan Bardella, qui est pour et qui s'est félicité et qu'il est aussi pour, bien sûr, le rétablissement du service militaire. Alors, moi aussi, je suis pour le rétablissement du service militaire. Mais pas dans ces conditions, pas dans une France affiliée à l'Union européenne, pas dans une France affiliée aux États-Unis, mais dans une France indépendante qui y voit et qui fait seulement les choses dans son propre intérêt, pour sa propre souveraineté. C'est la même personne qui nous avait déclaré qu'il fallait se tenir prêt à la guerre dans 4 à 5 ans. C'est la même personne qui nous a dit devant une commission parlementaire que la France n'était pas prête, que la France, par exemple, manquait de drones. On sait que la France, d'un point de vue militaire, n'est absolument pas prête à faire une guerre à haute intensité. Et on sait également que la Russie n'est pas une menace pour la France. La Russie met quasiment tout ce qu'elle peut mettre actuellement sur le front ukrainien. Et elle est d'ailleurs en train de percer un petit peu partout. Et ce n'est qu'une question de temps, de semaines, de mois, avant que la Russie gagne et qu'elle négocie avec les États-Unis comme des grands et que tout va très bien se passer, hormis que l'Union européenne et donc la France va payer la note, une note salée. Comme il y a quelques jours, la fameuse vente des Rafales. Rassurez-vous, aucun Rafale ne sera vendu à l'Ukraine, ils n'ont pas d'argent, il faut à peu près 10 ans pour former un pilote, et ils n'en ont pas. Et puis de toute façon, c'est un bon de commande symbolique car aucun lancement de fabrication n'a été lancé. Par contre, on peut constater que dans la terreur et dans la stratégie de la peur, ils sont capables d'aller le plus loin possible. Et le pire, c'est que vous avez très peu de gens dans les grands médias qui disent ouvertement que ce sont des propos dangereux. D'un côté, Emmanuel Macron répète « volontariat », volontaire pour servir, volontaire pour l'armée, volontaire pour aller où exactement? Il parle même de restaurer un service militaire, mais version moderne, version cool, version libre. Mais l'histoire nous a déjà montré une chose, quand un gouvernement parle de volontariat, c'est souvent qu'il prépare autre chose. Et pendant que Macron vend son rêve de volontariat joyeux, au même moment, dans une salle pleine à craquer de mer, le chef d'état-major lâche la bombe. Dans 3 à 4 ans, la guerre sera là. Préparez-vous à sacrifier vos enfants. Silence, glacé, les maires n'en croient pas leurs oreilles. Ils pensaient à une cérémonie protocolaire. Ils assistent à une mobilisation psychologique. Puis les consignes tombent. Ouvrez vos écoles, ouvrez vos crèches, ouvrez vos logements, laissez les militaires s'entraîner dans vos communes, préparez la population à souffrir économiquement, humainement, moralement. Alors, pourquoi Macron parle de volontaires? Pourquoi l'état-major parle de guerre? Pourquoi les maires doivent psychologiquement préparer leurs administrés? Est-ce qu'on nous prépare à un choc ou à un mensonge? Macron adore le mot volontaire parce qu'il rassure, parce qu'il endort, parce qu'il ne fait pas peur. Mais quand les généraux disent « sacrifier nos enfants », on n'est plus dans le volontariat, on est dans le langage de la guerre, le langage de 14-18, pas de 2025. Pourquoi les militaires demandent-ils aux maires d'habituer les Français à l'idée de souffrir? Quel gouvernement démocratique dit ça hors période de guerre majeure? Et encore plus étrange, on prépare des infrastructures, on forme des maires, on prépare la logistique, on parle de troupes, mais officiellement, la France n'enverra pas de soldats. Alors, pourquoi tout ce cirque? Pourquoi toute cette mise en scène nationale? Est-ce qu'on prépare des volontaires ou une mobilisation déguisée, voire bien plus que ça? Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing précis, juste quand Zelensky arrive en France, juste quand Macron annonce des rafales, juste quand l'Europe parle de corridors militaires? À ce niveau-là, ce n'est plus un faisceau d'indices, c'est un plan. Sans rafale, une signature, zéro argent, zéro plan, zéro cohérence. Macron annonce la vente du siècle, sans rafale pour l'Ukraine. Mais attendez, l'Ukraine n'a pas d'argent, l'Ukraine vit grâce aux dons, l'Ukraine emprunte pour payer ses pensions, alors qui paye? Et puis Dassault produit 4 rafales par mois, mais 230 commandes sont déjà en attente. Ça veut dire quoi? Que l'Ukraine recevra les siens dans 10, 15 ou 20 ans? À ce stade, ce n'est plus un contrat, c'est un PowerPoint politique. Et le détail qui tue, Zelensky a signé la même promesse avec la Suède pour les Gripen. Même scène, même sourire, même signature, 2 pays, 2 flottes, 0 argent et les années d'attente.
Alors, à quoi servent ces annonces? À faire croire que la France est puissante, à masquer les défaites diplomatiques, à donner un rôle à Macron devenu invisible en Europe ou à justifier des milliards de dépenses qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Nous avons aussi la vaccination contre la grippe aviaire et de façon expérimentale. Oui, parce que nous, les Français, on a la chance d'être des cobayes. Et donc, ils utilisent de l'ARN auto-amplifiant, auto-répliquant. J'ai eu une personne des services vétérinaires, puisque nous sommes contrôlés très régulièrement, lorsqu'on lui a expliqué les difficultés que nous avions eues à transformer du bison avec un peu de foie gras de canard pour faire un produit un petit peu plus luxe pour les fêtes de fin d'année, cette personne-là nous a dit, mais c'est hallucinant, elle n'était absolument pas d'accord avec le fait de vacciner les animaux, sachant qu'elle estime qu'à minima 40% de la volaille survit à la grippe aviaire, et que si on laisse ces 40% qui ont survécu reproduire, ils transmettent donc leur immunité de façon naturelle à leur descendance. Donc plus besoin de vacciner, ils sont protégés. Mais la doxa veut que l'immunité naturelle n'existe pas, qu'il faut vivre en milieu stérile. Et comme de par hasard, forcément, si on vit en milieu stérile, on est faible, il nous faut les vaccins. Donc, si on résume la situation pour les canards et les volailles françaises, depuis quelques mois, ou voire même... Depuis l'année dernière, depuis 2024, les canards français dans des élevages au-dessus de 250 têtes se retrouvent dans l'obligation, entre guillemets, vaccinale, et pire encore, avec un produit expérimental. Nous sommes dans un laboratoire géant. On ne nous a pas demandé notre avis en tant que consommateurs, on ne demande pas non plus le consentement des éleveurs, ils ne sont pas d'accord avec ça, dans la plupart du cas, et pour autant, ça nous est imposé par notre gouvernement. Parce que ce n'est pas européen. Ce n'est qu'en France que nous sommes de véritables petits cobayes. Donc pour la maladie... Pour la maladie des canards, la grippe aviaire, mais ça va donc aussi pour la volaille. Et ils veulent étendre ce type de vaccin expérimental à tout ce qui est bovin, caprin, équin, tout ce qu'on veut. Humain. Ah ben, on a déjà commencé, c'est nous qui avons commencé. Enfin non, je ne peux pas dire moi puisque j'ai refusé. Alors, il y a juste un effet assez terrible avec les canards et je crois aussi certains les poulets. Alors, ils ont fait quelque chose de très vicieux en 2024, c'est que une partie des canards avait un vaccin classique et une autre partie des canards avait un vaccin à RNM sans qu'on soit en capacité de qui a reçu quoi. Donc ça, c'est particulièrement vicieux. Et l'autre chose, c'est que les poulets, les canards, alors surtout les poulets, ne sont pas destinés à vivre très longtemps. Donc, on ne sait pas ce qu'il développe. Un poulet, je crois que s'il est abattu au bout de 3 mois, non? Donc, qu'est-ce qu'il a développé ou pas? Suite à la vaccination, tu veux dire? Suite à la vaccination. Qu'est-ce qu'il a dans son organisme ou pas? On ne le sait pas. Et ça, c'est très vicieux. Et j'en reviens au cas de mon éleveur de bovins destinés à leur reproduction qui, lui, va garder ses animaux au moins une dizaine d'années. Donc là, on est dans une autre problématique. Et on ne sait pas non plus l'effet sur les êtres humains sur le long terme, après ingestion régulière, ou voire même ponctuelle de ce type de viande. Et ce sont les aspects scientifiques justement du jeûne, c'est-à-dire les répercussions au niveau du métabolisme, les répercussions sur le corps humain justement du jeûne. Hein. Voilà. Alors le jeûne le plus efficace, c'est pas le jeûne intermittent, c'est le jeûne prolongé d'au moins 3 jours. Idéalement, peut-être 5 jours. Voilà, parce que le jeûne intermittent, il met juste, en fait, le système digestif au repos. Hein. Donc, on consomme moins d'énergie, il y a une certaine réparation de tissus, et en fait, ça commence à lancer le processus d'autophagie, qui est un processus de régénération cellulaire. Mais pour que ce processus d'autophagie soit maximal, il faut au moins 3 jours de jeûne. Il faut une restriction calorique pendant au moins 3 jours, ça peut être un jeûne hydrique, mais pendant 3 jours, il ne faut pas avoir d'apport calorique. Et ça lance plusieurs phénomènes. Ça lance le processus d'autophagie, donc qui est très important, parce qu'il permet justement la régénération de tout ce qui est dysfonctionnel au sein de la cellule.
la réparation des protéines dysfonctionnelles, la dégradation des organites qui sont sénescents, et la production de nouvelles protéines, etc. Ça modifie aussi la balance hormonale. Ça augmente la dynamique mitochondriale, c'est-à-dire que ça, en inhibant le stress oxydant, ça permet aux bactéries, aux mitochondries de mieux fonctionner. Donc, elles sont importantes parce qu'elles produisent justement l'énergie. Et puis, ça permet de faire un shift métabolique de la dégradation du glucose vers la dégradation justement des acides gras, des lipides, pour former des corps cétoniques. Voilà. Et donc, c'est un mécanisme qui est très important parce que ça lance plein de la production de molécules qui sont très, très importantes pour la réparation, justement, de tout ce qui peut être dysfonctionnel au niveau du corps humain. Ça lance la production de plein de protéines de choc thermique, des choc protéines, qui réparent un petit peu tout ce qui est dégradé. Ça fait produire des molécules importantes comme FGF21, le facteur de croissance des fibroblastes 21, le FGF2, facteur de croissance des fibroblastes 2. Ça permet de stimuler la neurogénèse à partir des zones qui peuvent faire de la neurogénèse, donc ça reproduit des cellules nerveuses pour les endroits justement au niveau de l'encéphale qui peuvent subir la neurogénèse, comme le gyrus denté de l'hippocampe, comme les zones subventriculaires des ventricules latéraux. Ça fait produire aussi des sirtuines qui sont très importantes parce qu'elles sont impliquées dans l'inhibition en fait, de l'expression de gènes et aussi dans la longévité. Voilà, ces sirtuines qui sont donc très importantes. Hein. Comme tu veux que je sois pas trop technique, ce sont des protéines histones, des acétylases, nicotinamide adénine dinucléotide, plus dépendantes. Voilà. Très bien, parfait, c'est clair, Ça le parlera aux capitaine. auditeurs. En tout cas, ça met le corps en réparation, c'est-à-dire que ça fait chuter le mauvais cholestérol, donc les LDL, ça augmente les HDL, donc le bon cholestérol, ça régule les triglycérides, ça augmente la sensibilité à l'insuline, donc ça permet de résoudre des états prédiabétiques, ça diminue le stress oxydant, voilà, ça modifie la balance hormonale, enfin ça a plein d'effets très bénéfiques sur le corps humain, quoi.